comme je suis universitaire, je ne me refais pas, je vais vous faire une conférence en 3 parties. La première partie, j'essaierai de refixer un certain nombre de choses, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été dites déjà sur la question du scénario comme création, comme objet un peu paradoxal, et puis comme écriture à contrainte. Ce sera le premier aspect. Deuxième partie, je m'intéresserai au passage du scénario au film en analysant un extrait de Battre mon cœur s'est arrêté. Et puis, dans une troisième partie, je m'intéresserai au scénario dans le film, non plus en m'intéressant au texte cette fois, mais en regardant vraiment dans une séquence de la cérémonie de Claude Chabrol, voir à la fois ce qui vient du scénario et comment la mise en scène, qui est le langage quand même du cinéaste, s'empare justement de ce qui vient du scénario pour essayer eh bien, de l'exploiter et même de le sublimer, en tout cas de renforcer un certain nombre d'effets. Alors, comme je vous l'ai dit, première partie, le scénario de cinéma, je dirais qu'il y a 3 termes qui peuvent le mettre en évidence. Et il y a déjà, ces termes-là ont déjà été utilisés tout à l'heure, paradoxe, contrainte et création. Et donc, c'est un peu le mélange de ça, finalement, que représente cet objet un peu particulier et assez stimulant, du coup, qu'est le scénario. Alors, en termes de création, je dirais que le scénario, c'est une création assez prenante, voilà, une écriture de création qui est assez prenante, évidemment. Et cette écriture de création, très rapidement, on peut dire qu'elle consiste d'abord à créer un monde. Un scénario, c'est d'abord une proposition de monde, comme n'importe quel type de récit. Et si on voit un film comme Avatar, par exemple, on a un exemple assez canonique, justement, de l'idée qu'un film, parfois, son enjeu fondamental, avant même de raconter une histoire, c'est vraiment de nous faire rentrer dans un monde particulier. Ici, Pandora, par exemple, qui est une recréation complète d'un monde fictionnel. Donc la création d'un monde, ça c'est un point important. Le deuxième point, c'est que le scénario, c'est la création d'une histoire, et parfois une histoire tout à fait originale, une histoire bien particulière. Et un film comme L'Exercice de l'État, par exemple, qui a eu le César du meilleur scénario en 2012, eh bien, nous propose une histoire particulière, singulière, un trajet à l'intérieur justement d'une fonction ministérielle et comment ce ministre va passer par un certain nombre d'étapes qui le mèneront finalement pratiquement au fait du pouvoir, parfois en tout cas dans sa fonction de ministre. Mais le point qui me semble important aussi, c'est que cette création de monde et cette création d'une histoire qui est la création d'un contenu, finalement une proposition de contenu, nous faire rentrer dans un monde et les péripéties d'une histoire, elle n'existerait pas si on oubliait que le scénario, c'est aussi la création d'une narration. C'est-à-dire, la différence que je vais faire entre histoire et narration, c'est que la narration, c'est la manière de raconter cette histoire. Et on peut être le meilleur scénariste du monde, ou en tout cas avoir un imaginaire formidable, avoir une histoire extraordinaire à nous raconter, si on ne maîtrise pas précisément la manière de raconter cette histoire, la manière de la dramatiser, la manière de parfois bouleverser l'ordre chronologique pour essayer de faire rentrer son spectateur à l'intérieur de cette histoire. On en a un exemple ici, qui est un scénario justement de Jacques Fieschi, qui reprend l'histoire finalement de Jean-Claude Roman pour l'adapter au cinéma. Et on voit bien qu'on s'empare d'une histoire déjà faite et qu'on la raconte de manière particulière en faisant des sauts temporels, en faisant des flashbacks, des flash-forward, en remodelant finalement complètement la narration pour arriver finalement à un scénario qui soit le plus, je dirais, intéressant et le plus excitant possible. Donc le scénario, c'est un domaine de création incontestable, mais ce que je voudrais soulever aussi, c'est qu'il y a quelques paradoxes du scénario. Je vais être très rapide là aussi, mais essayer de pointer un certain nombre d'éléments qui font que, du coup, le scénario est un objet quand même tout à fait particulier, et donc, du coup, c'est une écriture particulière. Premier élément, le scénario, l'idée, c'est que l'œuvre, c'est le film à venir et c'est pas le scénario. Je dirais qu'il y a un double devenir du scénario, un double devenir, un devenir formidable et puis un devenir qui est moins formidable mais qui est le devenir naturel du scénario. C'est que le devenir naturel du scénario, c'est de devenir un film, bien entendu. On écrit un scénario parce qu'il y a un film à faire et en pensant à ce film à faire, je reviendrai là-dessus. Mais aussi, bien entendu, le deuxième devenir du scénario, c'est la poubelle, je dirais. C'est-à-dire, c'est la poubelle, pourquoi ? Parce que le scénario, il n'a pas vocation, a priori, à être édité, à être lu en tant que tel. C'est vraiment un objet transitoire, un objet de passage, comme ça a été dit. C'est un objet qui va subir une métamorphose et une transformation qui est son devenir
devenir film, justement. Et en soi, c'est un objet qui doit oublier, qui doit être détruit, d'une certaine manière, comme ça a été dit, pour devenir le film à venir. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point, évidemment, c'est que le scénario, c'est à la fois une création, comme je l'ai dit, mais c'est aussi, et c'est aussi le paradoxe de cet objet, c'est aussi un outil de travail. Et cet après-midi, il y aura des gens qui interviendront justement sur comment, à partir du scénario, ils travaillent eux-mêmes. Et c'est un outil de travail qui doit servir à tous les intervenants qui fabriquent un film. Aussi bien le chef décorateur, que le chef opérateur, que les comédiens, que le réalisateur, que l'assistant réal qui doit faire les repérages pour permettre le film à venir. Et donc, évidemment, dans ce scénario, qui est là pour nous raconter une histoire, pour nous faire rentrer dans un monde, le scénario aussi, il doit, par son écriture elle-même, arriver à être cet outil de travail et permettre à chacun des acteurs du film, à chacun des intervenants du film, eh bien, de travailler et de produire le film à partir de ça. Donc ça, évidemment, ça en fait un type d'écriture tout à fait singulière aussi. Et finalement, il y a peu d'objets qui ressemblent au scénario comme à la fois création et comme outil technique vraiment servant à la création de quelque chose d'autre que lui, qui est le film. Troisième point important, c'est qu'un scénario, c'est à la fois un film qui va être réalisé, et en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est un scénario, c'est toujours une infinité de films potentiels. Moi, si j'étais producteur, il y a une chose que j'aimerais beaucoup faire, c'est donner le même scénario à 3 réalisateurs différents, Godard, Nicole Garcia, et puis je ne sais pas qui, par exemple Lucas Belvaux, et puis leur donner le même scénario, et puis voir le film à venir à partir de ça. À n'en pas douter, si les conditions techniques, les conditions de production, et même les comédiens étaient les mêmes, les films seraient extrêmement différents, parce qu'un scénario, c'est toujours un film potentiel, mais qu'un cinéaste va interpréter avec son langage particulier, avec sa sensibilité particulière, avec sa manière de travailler, avec son regard propre aussi. Et donc un scénario, c'est à la fois un film, d'accord ? Un scénario va donner un film effectivement à réaliser, et en même temps, ce scénario, c'est plein de films potentiels. L'exemple que je vous ai donné ici, c'est à la fois L'Enfer de Georges Clouzot, qui est un film maudit parce que c'est un film qui n'a jamais été réalisé. Il y a eu plein d'essais techniques, voilà, mais le film n'a jamais été réalisé. En revanche, Chabrol lui-même, en reprenant le scénario, a fait son enfer à lui, qui est un enfer très différent finalement de celui que Clouzot voulait rêver, pourtant à partir du même scénario. Donc on voit bien là qu'on a un exemple tout à fait, je dirais, symptomatique de l'idée que le scénario, c'est évidemment un film en devenir, et en même temps, c'est potentiellement plein de films. Troisième idée, le scénario, ça raconte une histoire, et comme ça a été dit tout à l'heure, en même temps, ça doit faire voir un film. Et c'est évidemment tout ce paradoxe-là qui est évidemment essentiel et qui est au cœur même de l'écriture scénaristique, c'est que l'objet scénario doit nous faire rentrer finalement dans une histoire et dans une narration, et en même temps, il doit nous placer, nous lecteurs, dans une position qui est particulière, qui est celle du spectateur à venir. Et spectateur à venir, c'est-à-dire celui qui doit déjà, à la lecture du scénario, pouvoir s'imaginer et finalement visualiser le film qui sera tiré du scénario en question. Donc ça implique un type d'écriture bien spécifique, sur lequel je vais revenir, mais on voit bien qu'on est au cœur ici du paradoxe de l'écriture du scénario. Et puis, enfin, dans ces idées-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le scénario, c'est déjà de la mise en scène, mais ce n'est pas toute la mise en scène non plus. Pourquoi c'est déjà de la mise en scène ? Parce que c'est une écriture, le scénario, qui va utiliser, je vais revenir aussi sur cette idée, les moyens propres de la mise en scène, qui sont d'abord des espaces et des corps, et essayer d'exprimer des choses à travers ces espaces et ces corps. C'est des scènes qui vont être incarnées par des acteurs, qui vont se retrouver dans des décors, et tout ça, c'est expressif, tout ça, ça peut raconter quelque chose, tout ça, ça peut exprimer, ça peut véritablement être l'expression de quelque chose, donc ça c'est un point important. Et en même temps, si je dis que c'est pas toute la mise en scène, c'est parce que c'est encore un objet, c'est encore une proposition qui doit être pris en charge par le metteur en scène avec le langage des images et des sons, d'accord, qu'on va tourner et ensuite qu'on va monter. Et donc, c'est déjà de la mise en scène, ça doit permettre la réalisation du film, et en même temps, un scénario ne doit pas contenir, a priori, de mention de découpage technique, alors que là, on a un découpage technique en forme de storyboard, si vous voulez, et c'est tout ce défi qu'il faut relever dans l'écriture du scénario, c'est à la fois raconter une histoire, donner à voir un film potentiel, sans pour autant donner des données techniques trop précises, parce que ça, c'est le travail du metteur en scène, et c'est lui qui va s'emparer de ça pour mettre en place le film. Donc on est au cœur ici d'une des difficultés, mais aussi d'un des points excitants de la question du scénario. Troisième point, je vous le disais, une création, des paradoxes, mais aussi c'est une écriture à contrainte, le scénario.
Pourquoi c'est une écriture à contrainte? Parce que, en fait, on peut voir que le scénario, et le terme de contrainte a été employé tout à l'heure, repose sur un certain nombre de contraintes diverses et variées. Je peux évidemment pas les passer toutes en revue, et en fait, chaque scénario est aussi soumis à ses propres contraintes, mais on peut donner une idée quand même de ce que sont ces contraintes, et je vais insister sur une contrainte particulière, structurelle, cette contrainte structurelle impliquant ensuite des effets d'écriture. Parmi les contraintes dont on peut donner évidemment un aspect, ce sont les contraintes économiques. Très rapidement, je vous donne un exemple qui est quand même tout à fait croustillant et intéressant, d'un très beau film. C'est un extrait des Amants du Pont-Neuf de Léo Carax, qui est un film de 1988. Et dans le scénario, à l'origine, on pouvait trouver ce genre de choses. Voilà, une scène du scénario, extérieur, sur la Seine, nuit. Michel fait du ski nautique sur la Seine, Alex conduit le hors-bord. La scène en elle-même est assez géniale, elle est même sublime, elle va se retrouver dans le film à venir, c'est une ligne de scénario, mais à l'époque, le coût de cette scène était évalué à 5 millions de francs. Si vous écrivez un scénario dont chacune des scènes d'une ligne coûte 5 millions de francs, vous voyez que la faisabilité économique et donc technique et la possibilité de réaliser votre scénario se heurtent là, évidemment, à, je dirais, une difficulté qui fait qu'on n'est pas tout à fait étonné que ce film, très beau par ailleurs, et qui est un très grand film, ait eu tant de difficultés finalement à être produit, et il y a eu 3 ans de production pour arriver au film à venir. Mais vous voyez que, en fait, dans le scénario, c'était déjà presque impliqué, c'est-à-dire que la faisabilité économique du scénario était quand même largement, je dirais, impactée par un type de scène comme celui-ci. Alors, parmi les contraintes, celle que, je vais aller passer assez vite là-dessus, la contrainte qui m'intéresse, c'est l'idée qu'on écrit, selon la formule d'un scénariste qui s'appelle Pascal Bonitzer, on écrit un scénario sous la dictée de l'image. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'on a bien compris cette idée-là et qu'on s'est soumis finalement à cette contrainte, là on peut comprendre très facilement finalement ce qui découle en termes d'écriture pour un scénario. Écrire un scénario sous la dictée de l'image, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un scénariste, en fait, c'est quelqu'un qui a des images dans la tête et, dans l'idéal, qui pourrait ou devrait pouvoir les projeter directement sur un écran. C'est pour ça que je vous ai mis R2D2. R2D2, il peut avoir des images dans la tête et puis il est capable de les projeter comme ça directement. Je dirais que mon R2D2, c'est un peu l'idéal du scénariste s'il n'avait pas le film à réaliser. Le problème, c'est que entre le scénariste et les images qui vont être projetées, il y a quand même quelque chose qui se passe, c'est toute la réalisation du film. Et ça, évidemment, c'est une contrainte tout à fait spécifique. Mais si c'est une contrainte spécifique, si on écrit sous la dictée de l'image, on peut comprendre à ce moment-là quel va être le type d'écriture auquel on va avoir affaire. Le type d'écriture, c'est que, en fait, on va voir que des scénaristes, si ils ont des images dans la tête. S'ils ont des images dans la tête, eh bien, ça veut dire qu'ils vont nous placer, nous, spectateurs, et donc comme lecteurs du scénario, dans une position bien particulière. Et c'est ce qu'un film comme La Fête à Henriette de Julien Duvivier met en évidence. C'est un film de 1952, un film tout à fait intéressant parce que c'est un film bien avant La Chinoise de Godard qui nous montre un film en train de se faire, même un film en train de s'écrire. C'est un film dont vous allez voir que le scénario n'est pas encore écrit. C'est un scénario qui va s'écrire pendant que le film est en train d'être tourné. Alors évidemment, c'est un petit artifice parce que le film est réalisé, mais on nous donne à voir des scénaristes au travail qui vont élaborer petit à petit le scénario. Or, ces deux scénaristes, en fait, ce sont des scénaristes qui ne sont pas d'accord entre eux. Ils ne sont pas d'accord sur le type de sujet, sur le type d'histoire, même sur le type de narration qu'ils veulent en fait raconter. Mais pour autant, il y a quand même un point sur lequel ils vont se mettre d'accord. Et ce point sur lequel ils vont se mettre d'accord, c'est bien qu'on écrit un scénario sous la dictée de l'image, même si ils ne le disent pas de cette manière-là. Mais c'est mieux que ça. Ils vont nous le montrer. Ils vont, par leur attitude, nous montrer qu'on écrit un scénario sous la dictée de l'image. Premier extrait. J'arrête ici cet extrait parce que en fait, l'élément qui m'intéresse a été mis en évidence juste à la fin de l'extrait. Alors, simplement, très rapidement, vous aurez remarqué que les scénaristes ne sont pas forcément tous d'accord sur le type de sujet que l'on peut traiter à l'intérieur d'un film. Et ce film s'amuse justement à retoquer des sujets qui ont donné des films, sinon importants,
comme celui-ci, en tout cas tout à fait intéressant. D'abord, le premier sujet qu'il trouve dans le journal, c'est le sujet du voleur de bicyclette de Vittorio De Sica, qui est un film de 1948, et c'est une manière évidemment pour Duvivier de se situer par rapport à cette vague du néoréalisme italien, mais c'est aussi un petit pied de nez assez humoristique de sa part. Pourquoi ? Parce que celui qui a écrit la musique du voleur de bicyclette, c'est Alessandro Sicconini, qui a aussi écrit quoi ? Eh bien, la musique du Petit Monde de Don Camillo, qui est le deuxième sujet qui est retoqué, vous l'avez vu, qui est lui aussi un film de Julien Duvivier, de la même époque que La Fête à Henriette, et vous voyez que les effets de mise en abîme, d'écho et de jeu finalement avec ce qu'un scénariste et un cinéaste eh bien, développent comme type de film une fois ou l'autre, eh bien, il y a un petit jeu à l'intérieur du film ici qui est assez intéressant. Alors, le point important, me semble-t-il, c'est que malgré leur désaccord, et vous voyez que ce sont deux scénaristes en fait, qui ne sont pas du tout à même école en termes d'imaginaire, en termes de narration, en termes de volonté politique, en termes de ce qu'ils ont envie de défendre. Il y en a un qui veut toujours chercher le sujet accrocheur et puis l'autre au contraire qui essaye de raconter véritablement une histoire. Il y a quand même un point sur lequel ils vont se mettre d'accord, et le point sur lequel ils se mettent d'accord, c'est cette idée qu'un scénariste, il voit, et c'est très exactement ce que nous dit le scénariste, attends, je verrai bien, attends, je la vois, et puis ensuite, le film nous donne à voir à partir de ça. On écrit sous la dictée de l'image, le scénariste a des images dans la tête, il voit, et le film va donner à voir à partir de là. Et pourquoi ils se mettent d'accord là-dessus ? Eh bien parce que plus tard, dans le film, je ne vous ai pas montré cet extrait, faute de temps, mais vous allez avoir l'autre scénariste qui va se retrouver exactement dans la même position, qui va voir petit à petit eh bien, Henriette et le film naître à l'intérieur de son cerveau, et qui, ensuite, eh bien, le film va nous donner à voir, à travers les images, eh bien, justement Henriette. Alors on la cherche un petit peu pendant un moment dans le film, et puis finalement, on finit par la trouver, et la Henriette du film, ce sera elle. C'est-à-dire qu'elle procède d'une vision dans l'imagination du scénariste, et immédiatement, dans ce film-là, nous avons la vision qui se projette pour nous, spectateurs, et c'est comme si nous étions directement connectés avec l'imaginaire et les visions, justement, que les scénaristes. Du coup, si on voit et on donne à voir en tant que scénariste, et si on écrit un scénario sous la dictée de l'image, alors ça veut dire aussi que la place première d'un spectateur, et ça c'est très différent justement de ce qui se passe par rapport à un livre ou par rapport à un roman, eh bien c'est que nécessairement c'est une position d'extériorité par rapport aux situations. Situation d'extériorité, c'est-à-dire qu'en tant que spectateur, eh bien nous voyons des images, nous voyons des corps à l'intérieur d'un espace, et c'est avec ça qu'il faut précisément eh bien, exprimer des choses avant tout. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la dramaturgie, pour le dire rapidement, c'est d'abord un langage concret, un langage du concret. Un langage concret, un langage du concret, où on exprime à travers les comportements, à travers la relation des corps entre eux, à travers la position des corps à l'intérieur d'un espace, on peut exprimer justement des choses, des idées à un spectateur et lui faire comprendre ces idées-là. Je vais vous donner tout de suite un exemple. Deuxième idée, ça veut dire que fondamentalement, avant de porter un dialogue, même si c'est évidemment très important, un scénario, parce qu'il relève de la dramaturgie, c'est un langage de gestes, d'actions et de réactions. Et à travers ces gestes, ces actions et ces réactions, on peut faire comprendre des choses extrêmement subtiles à un spectateur. Et l'exigence du scénariste, son travail finalement, c'est d'essayer de trouver l'expression visuelle, l'expression concrète qui fera comprendre justement ce type de choses à un spectateur. Prenons un exemple bien précis, un exemple justement où on voit que le scénario, justement, eh bien, c'est un récit filmique qui s'incarne dans des situations concrètes. L'exemple, c'est un exemple de 1931. Je ne vous passerai pas l'extrait, mais je vous raconte rapidement les choses. C'est un extrait d'un film de 1931 qui s'appelle Les Lumières de la ville, City Light, de Chaplin. Et c'est un film qui a posé un sérieux problème de scénario à Chaplin pendant un moment. Pourquoi ? Parce que son enjeu, c'était celui-ci, faire comprendre aux spectateurs qu'une fleuriste aveugle, qui ne voit rien, se méprend sur l'identité d'un vagabond et croit que ce vagabond est un milliardaire. Donc faire comprendre au spectateur une méprise à l'intérieur d'un personnage de fleuriste aveugle, d'accord, faire comprendre cette méprise alors que nous n'allons utiliser aucune parole. Chaplin s'est beaucoup cassé la tête sur cette manière d'exprimer cette chose-là et de la faire comprendre uniquement grâce au langage des corps et des objets à l'intérieur d'un espace. À l'époque, Chaplin était son propre producteur et la scène en question, il l'a tournée plus de 300 fois. Il l'a tournée plus de 300 fois parce qu'il n'arrivait pas à trouver la solution scénaristique qui lui permette de faire comprendre ça. Et puis un jour, il l'a trouvé. Et ce qu'il a trouvé, c'est de trouver le moyen d'associer le vagabond à un signe extérieur de richesse. Un signe extérieur de richesse qui, en 1931, était une voiture. Et il s'arrange du coup pour créer une scène où, je vais très vite, mais où il fait sortir le vagabond d'une voiture.
Et parce qu'il sort d'une voiture, la fleuriste peut entendre le claquement de la porte et donc du coup interpeller le vagabond. Et du coup, elle veut lui vendre une fleur. Et au moment où elle va pour lui rendre la monnaie, le véritable propriétaire de la voiture revient et s'en va. Elle entend à nouveau le claquement de la portière. Et là, elle croit que le vagabond est parti. Du coup, celui avec lequel elle a dialogué, pendant toute sa vie, elle pensera que, en fait, c'est un milliardaire parce qu'elle l'associe à cette voiture. Et donc, nous, spectateurs, nous comprenons grâce à ça qu'il y a une méprise pour cette fleuriste et qu'elle confond, en fait, l'identité du vagabond, qu'elle le prend pour un milliardaire uniquement grâce à ce signe extérieur de richesse. Donc, ça, c'est un point important. Pourquoi ? Parce que du coup, un scénario, c'est une écriture qui va passer par le visuel. On peut en donner un autre exemple aussi, c'est dans I Confess, qui est un film de Hitchcock, qui date de 1953, où nous allons avoir un prêtre qui est injustement accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Et en fait, Hitchcock va s'arranger pendant tout ce film pour nous montrer qu'il y a vraiment de la part de ce prêtre une identification entre sa position et la position du Christ. Mais cette position-là, il ne va jamais l'exprimer explicitement, il va l'exprimer à travers le langage de la mise en scène, qui est déjà le langage en fait du scénario. Comment il va l'exprimer ? Il va d'abord nous poser comme situation le fait que nous avons un prêtre qui a une conception absolue du secret de la confession, et puis à l'intérieur de son scénario, il va faire des petites associations visuelles comme ça, tout à fait concrètes, qui vont nous montrer le rapport entre le prêtre finalement et la position christique. Nous voyons une scène, par exemple, où au-dessus du prêtre, nous avons le tableau La scène de Léonard de Vinci, où précisément il y a le personnage de Judas, et en fait nous comprenons à partir de là que effectivement pour ce prêtre, ce qui loge finalement au presbytère celui qui est le véritable responsable du crime dont il est accusé, il se pense exactement dans cette position-là, de celui qui est trahi par l'un des siens. De la même manière, à d'autres moments du film, nous voyons des associations où le prêtre est en train de marcher dans les rues de Québec et nous voyons qu'au premier plan, Hitchcock fait passer justement une statue avec un chemin de croix pour montrer justement cette association visuelle entre la position du prêtre et finalement ce que nous voyons à l'image. Troisième moment, nous le voyons, au moment du procès du prêtre, Hitchcock s'arrange pour montrer à chaque fois dans des plans le rapport entre le prêtre et finalement le Christ crucifié pour nous montrer que ce que vit le prêtre, c'est vraiment une crucifixion symbolique. Troisième idée enfin, parfois Hitchcock va utiliser une expression uniquement visuelle pour nous faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la tête du prêtre. En l'occurrence, par exemple, il se dit à plusieurs reprises que si il abandonnait sa fonction de prêtrise, à ce moment-là, il redeviendrait un individu lambda qui pourrait parler. Et nous voyons uniquement à travers un chant contre chant du prêtre qui est en train de se projeter finalement dans le costume quotidien d'un homme de ville, que là, tout d'un coup, c'est ça qu'il est en train de penser. Il est en train de se dire que peut-être, en abandonnant la prêtrise, à ce moment-là, il pourrait se libérer. Du coup, le point important, c'est qu'un scénario, du coup, si c'est une écriture qui passe par le visuel, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que le scénario, c'est d'écrire plutôt qu'écrire. Vraiment, c'est vraiment l'idée fondamentale. C'est d'écrire plutôt qu'écrire, ça veut dire que si on écrit sous la dictée de l'image, on décrit des situations, des situations qui doivent nous donner finalement la possibilité de voir le film avant le film, d'imaginer le film avant le film, de nous projeter à l'intérieur du film avant le film. Alors du coup, ça a un impact direct et finalement sur l'écriture scénaristique. Je vous ai tiré ici un exemple d'écriture scénaristique tout à fait canonique et tout à fait basique. Cet exemple, c'est la forme de présentation d'un scénario sous forme de continuité dialoguée, telle qu'on a l'habitude de la trouver. Or, qu'est-ce que vous remarquez ? Vous remarquez que, précisément, dans cette forme-là, on a d'abord la mise en place d'une situation, on localise la situation dans l'espace et dans le temps, extérieur, la mine de pépites lentes en plein jour, on a immédiatement, nous, spectateurs, la possibilité de faire image à partir de ça, et comme outil de travail, pour celui qui devrait faire les repérages, il saurait très précisément qu'à ce moment-là, il faut aller repérer une mine pour tourner la scène en question, à la fois création, à la fois image et à la fois outil technique de travail. Et puis si vous lisez cette page, cette simple scène, vous voyez qu'on est uniquement dans des éléments descriptifs. On est dans une écriture qui se place en extériorité par rapport à la situation, très exactement ce qui est la position du spectateur, et se plaçant en extériorité par rapport à cette situation, entend finalement nous décrire un certain nombre de situations qui se passent. Et
Troisième élément, évidemment, dans cette écriture qui est celle de la continuité dialoguée, ce qui compte, c'est le tressage entre les didascalies et ce qui relève des dialogues. C'est pour ça que cette forme de scénario, on l'appelle la continuité dialoguée. Tressage entre les didascalies qui nous décrivent la situation, et puis insérer à l'intérieur de ça les dialogues. Et en fait, ce qui fait une situation, ce qui fait une séquence, ce qui fait une scène, c'est cet entremêlement entre didascalie et dialogue. La seule entorse par rapport à cette écriture descriptive, vous voyez qu'elle intervient à la fin. C'est à la toute fin de la phrase où on nous dit « Jack avance de quelques pas, saisit la lampe dans sa main gauche, on ne fait que décrire des situations et des actions, les outils dans sa main droite, puis s'engouffre dans les profondeurs de la mine d'un pas hésitant, comme s'il redoutait quelque chose ». Ce « comme s'il redoutait quelque chose », vous voyez que là, on n'est plus dans la description. On est dans le commentaire de ce qui est supposé exprimer le pas hésitant, justement, du personnage. Mais comme vous le voyez, ça n'intervient qu'à la fin de la scène. Ça n'intervient qu'à la fin de la phrase, qui est une sorte de supplément d'âme, de supplément par rapport à ce qui est décrit, où on essaye, à partir de là, eh bien, de révéler ce qui est supposé exprimer justement l'action du personnage, mais que l'on a bien décrite. Donc c'est ça, finalement, l'écriture du scénario. C'est une écriture visuelle, une écriture descriptive qui donne à voir et qui, nous donnant à voir, nous permet finalement de nous projeter dans le film à venir. Alors, à partir de ça, on peut se poser la question de savoir quand même si dans cette écriture, il ne peut pas y avoir une forme de découpage implicite. Je vous ai dit qu'il n'y avait pas d'indication technique qui était donnée normalement dans l'écriture d'un scénario, mais en revanche, est-ce qu'il y a un découpage implicite dans la manière d'écrire ? Finalement, on pourrait se poser la question, on pourrait répondre peut-être parfois par l'affirmative, c'est-à-dire que l'idée que le scénariste est vraiment quelqu'un qui, à travers la forme d'écriture qu'il va trouver, la forme d'écriture qu'il va générer, peut générer aussi, pour son lecteur qui est dans position d'un futur spectateur, eh bien, essayer de générer le découplage implicite du film à venir. Prenons un autre exemple. Un exemple d'un scénario tout à fait intéressant et d'un film tout à fait intéressant. Un scénario de Pascal Ferrand et de Pierre Trévidic qui a donné un très beau film qui s'appelle Petits arrangements avec les morts, qui a eu la Caméra d'Or au Festival de Cannes en 1994. Prenons la séquence d'ouverture du film. La séquence d'ouverture du film, telle qu'on la voit, alors je ne sais pas si vous arrivez bien à lire, mais ça c'est le scénario tel qu'il a été publié. Je vous disais que le devenir d'un scénario, parfois, normalement c'est la poubelle, mais il arrive quand même qu'il y ait des scénarios qui soient publiés, et heureusement, c'est comme ça qu'on arrive à travailler. Or, vous le voyez là aussi, on a une écriture qui est une écriture d'abord descriptive. Une écriture descriptive qui va même insister sur un certain nombre de détails qui font image. La plage d'abord, puis ensuite le château, puis on nous donne des détails justement de la situation. On voit bien que cette idée d'une écriture descriptive qui fait image est tout à fait présente. De la même manière, on pourrait très bien imaginer un découpage implicite à partir de cette écriture-là. Un découpage implicite parce que lorsque l'on voit la plage immense, presque déserte, on pourrait se dire cette phrase, c'est un plan. Une phrase, un plan, et à partir de ce moment-là, on a déjà finalement le montage du film à venir qui se génère. De la même manière, il y a encore quelques promeneurs ici ou là, ça pourrait être un autre plan. Et puis aussi, quelques touristes qui se rhabillent pour partir, on voit que rien que dans le découpage et dans la manière d'écrire, on peut avoir le sentiment qu'on a finalement une sorte de découpage qui se met en place, un découpage qui pourrait donner le film à venir. On va vérifier sur l'extrait ensuite et la séquence telle qu'elle a été tournée, si ce découpage implicite a été respecté. Vous allez voir que non, en réalité, et c'est bien la preuve, et c'est bien la raison pour laquelle je mettais un point d'interrogation sur l'idée de découpage implicite. Le découpage implicite, c'est à la fois quelque chose qui peut être très important dans l'écriture du scénario, et en même temps qui n'est pas nécessairement respecté par le metteur en scène. Mais ça donne une idée, ça donne finalement une vision des choses que le scénario nous transmet, pas simplement sous la forme d'une histoire, mais sous la forme possible d'une visualisation de cette histoire. Troisième point, avant de vous passer l'extrait, vous voyez, et j'ai insisté là-dessus, c'est que par rapport à l'exemple précédent, on a une écriture ici qui est une écriture beaucoup plus littéraire. Une écriture qui, évidemment, décrit, mais qui ne fait pas que décrire d'abord, mais lorsqu'elle ne décrit pas ou quand elle se permet des commentaires, elle les met entre parenthèses parfois. Voilà, c'est-à-dire que tout d'un coup, on nous met un élément entre parenthèses qui relève un peu plus du commentaire. Ça, c'est le premier point. Et puis, vous voyez que le style est beaucoup plus travaillé en termes littéraires que dans le scénario précédent.
Ça, c'est un point important parce que si on a une écriture qui est descriptive, pour autant, le style de l'écriture, il est déjà là aussi pour nous faire sentir le style du film à venir. Et c'est un point tout à fait important. C'est la raison pour laquelle cet objet technique qui est un scénario, c'est aussi quand même un objet qui peut avoir une dimension littéraire. Je ne dis pas qu'il l'a tout le temps, je ne dis pas qu'il l'a à chaque fois, mais parfois, c'est aussi un objet qui peut avoir un peu une forme littéraire et qui génère finalement, pour le lecteur, futur spectateur, une idée du film à venir. Alors, à partir de là, voyons un petit peu la séquence telle qu'elle a été tournée par Pascal Ferrand. Évidemment, la suite du scénario, elle est ici, et je vous laisse le temps peut-être de lire un petit peu les choses pendant que je commente. Vous voyez qu'en fait, dans le scénario, finalement, tout est là. C'est-à-dire aussi bien le lieu dans lequel ça va se passer, que la mise en évidence de ce très beau château extrêmement bien composé avec ses créneaux, avec ses tours, qui en fait va devenir un véritable personnage du film. Et l'enjeu du scénario, ça n'est pas forcément de dire il apparaît à tel ou tel moment, mais c'est de mettre en évidence précisément l'importance symbolique que ce château va avoir. Et on voit bien que dans les choix de description qui ont été faits au départ, même si ensuite le supposé découpage implicite que j'avais mis en évidence n'est pas respecté, on voit bien en revanche que cette position symbolique du château, elle est déjà présente à l'intérieur du scénario, avec un travail de description extrêmement minutieux qui met en évidence l'importance du château en termes visuels et dans sa position à l'intérieur même de la page et donc à l'intérieur même de la scène. Donc vous voyez que c'est important. Et puis le reste, évidemment, n'est pas forcément respecté à la lettre, encore qu'on voit qu'on est très proche entre le scénario et le film à venir, parce que ce qui compte, et c'est présent à l'intérieur du scénario, c'est finalement la relation qui va se tisser entre Jumbo et le personnage de Vincent qui va occuper une place importante d'un récit constitué comme un triptyque. Donc vous voyez que en fait, le scénario, il n'est pas là pour ensuite, au moment du tournage et au moment de la réalisation, pour être respecté à la lettre, évidemment, et dans son découpage implicite. Il est là fondamentalement pour suggérer, pour donner du potentiel, pour faire image, une image que le réalisateur, dont le réalisateur va s'emparer, bien évidemment, pour ensuite traduire dans son propre langage, finalement, le potentiel qui est présent à l'intérieur du scénario. Et vous voyez que, si je prends simplement, encore une fois, l'ouverture de mon scénario, avec le supposé découpage implicite dont je parlais, avec cette succession de plans qui sera induit par cette succession de phrases courtes, en réalité, le choix qui a été fait par Pascal Ferrand, c'est au contraire de substituer à ce découpage implicite-là un long travelling en fait qui, en un mouvement de caméra, synthétise toute l'idée. À la fois nous donner à voir la plage, nous donner ce cadre de coexistence dans lequel finalement différents individus vont se retrouver au même moment alors que finalement le film ne tissera pas forcément des relations entre eux, nous donner le cadre de la rencontre entre Vincent et Jumbo qui va être au cœur finalement de la séquence que nous venons de voir, et puis comme vous le voyez, à la fin de ce long travelling, on ponctue par l'apparition du château, ce qui est une manière cinématographique de lui donner une position visuelle et symbolique très importante, induite précisément justement à l'intérieur du scénario. On trouve une traduction en langage cinématographique de la position symbolique qui était présente à l'intérieur du scénario. C'est ça le point important. Ça n'est pas un respect à la lettre, c'est un respect finalement à l'esprit de ce qui est contenu à l'intérieur du scénario. Alors, à partir de là, je dirais quand même qu'il y a un point sur lequel je voudrais insister, c'est le fait que les lecteurs et les spectateurs n'ont pas les mêmes pouvoirs, et ça aussi, quand on écrit un scénario qui s'adresse à la fois à un lecteur et à un spectateur à venir, on est face là à une difficulté ou face à quelque chose en fait qui est une contrainte assez excitante qu'il faut aussi prendre en considération. C'est une idée très simple, mais c'est une idée qui a des conséquences sur la manière même d'écrire et de concevoir une histoire à l'intérieur d'un scénario. Pourquoi ? Parce que, très simplement, le lecteur, c'est celui qui maîtrise le temps de sa lecture. Je ne vais pas m'appesantir très longtemps là-dessus, mais au moins, quand vous lisez un texte, un roman, quand vous êtes dans votre lit, tranquille, en train de lire ça, c'est vous qui maîtrisez le temps de la lecture et le temps, finalement, des informations, la vitesse à laquelle les informations, finalement, vous arrivent. C'est évidemment beaucoup plus compliqué que ça, mais pour faire simple, on peut dire que quand même, c'est une des positions structurelles de la lecture, et c'est d'ailleurs ce qui rend possible des choses comme celle-ci. C'est parce que vous avez le temps de lire cette image fixe, d'accord, que vous avez le temps de vous plonger
plonger à l'intérieur de cette image et de prendre 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, on n'a pas tout à fait une demi-heure, mais une demi-heure pour vous plonger à l'intérieur de cette image, que vous allez trouver à un moment donné où est Charlie. Je ne vous dirai pas où il est, je pense qu'il y en a déjà qui l'ont repéré, mais vous voyez que c'est ce temps que vous avez de la lecture qui permet ça. Imaginez une scène de cinéma qui ressemble à ça, vous voyez que là, vous allez vous trouver face à une difficulté. Alors il y en a bien un qui a tenté ça, un cinéaste absolument génial qui s'appelle Jacques Tati, qui a essayé, dans un film comme Playtime, qui est le seul film jamais tourné en 70 mm en France, essayer dans un même plan et dans un même cadre, de même plein de petites scénettes comme ça différentes. Il a donné un nom d'ailleurs à ça. Il a dit, moi j'invente la démocratie comique. La démocratie comique, c'est tout le monde vient faire un petit tour comme ça dans la scène, et dans un même plan, dans une même scène, dans un même cadre, on peut avoir différentes petites situations qui cohabitent. Mais évidemment, le spectateur, il est assez vite perdu par rapport à ça, et c'est pour ça que ce film génial est un film qui demande à être vu, revu encore, et qu'on découvre toujours des choses. Généralement, on voit bien que la structure même d'une histoire scénarisée, elle ne se compose pas de cette manière-là, mais au contraire, elle va beaucoup plus être centralisée autour de quelques protagonistes qui vont nous permettre finalement de suivre l'histoire qui va se raconter. Mais ça tient à une chose. Ça tient aussi à une chose qui est que le spectateur, il est soumis au temps du défilement du film. Ça n'est pas lui qui maîtrise la vitesse à laquelle vous allez lui donner les informations, à laquelle il reçoit les informations. Et parce que le spectateur, il est soumis au temps du défilement du film, on voit bien qu'à un moment donné, si on a le souci du spectateur et le souci de la compréhension qu'il va avoir de l'histoire, on est forcément obligé de prendre en compte cette donnée-là. Et ça va avoir un impact évidemment sur la manière de structurer une histoire à l'intérieur d'un scénario.